Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a pris plusieurs décisions. Le gouvernement, sous la houlette du président Alassane Ouattara, a évoqué les modifications constitutionnelles et adopté des mesures pour stopper les sinistres causés par les pluies diluviennes. La première dame, Dominique Ouattara, vient de donner le top départ du tournoi de football de la Fondation Children of Africa. Ce tournoi doté de la Coupe Dominique Ouattara va sillonner 70 villes du pays. C'est la 14e édition. Le but est d'occuper sainement les jeunes de 7 à 15 ans pendant ces vacances scolaires. Le 5e pont reliant Cocody au plateau sera ouvert à la circulation à partir du 3 août prochain. C'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui procédera à l'inauguration de ce joyau architectural. L'annonce a été faite par le ministre Ahmed Kofi Kouakou qui a visité le chantier aujourd'hui. Les élections générales en RD Congo dans la présidentielle auront lieu le 20 décembre prochain. Mais à 6 mois du scrutin, l'opposition hausse le ton pour dénoncer la publication du fichier électoral qu'elle juge frauduleux. Elle appelle donc à un nouvel audit, ce que refuse la CENI. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres et les membres du gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara ont planché sur plusieurs sujets, entre autres les modifications constitutionnelles proposées par le chef de l'État et le bilan partiel de la saison des pluies avec son lot de dégâts. Le conseil a donc pris des mesures pour freiner les sinistres causés par ces pluies diluviennes, comme nous le rapporte Viviane Aimé. Les modifications constitutionnelles soumises par le président de la République au Parlement réuni en congrès le 25 avril dernier entrent en phase d'exécution. En effet, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 12 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient d'adopter un projet de loi dans ce sens. Ce projet de loi prévoit la révision de quelques dispositions de la Constitution liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions de la République qui les incarnent. Il instaure notamment 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, de façon à faire coïncider la période du travail parlementaire à celle du travail gouvernemental et coordonner au mieux le processus d'élaboration des textes législatifs et la conduite des affaires de l'État. En outre, les chapitres 1er, 2 et 3 du titre 16 portant sur les dispositions transitoires et finales intitulées respectivement de la désignation du vice-président de la République et de la vacance de la présidente de la République et du statut des institutions et contenant les articles 179 à 182 étant devenus caducs, ils sont appelés à être abrogés. Le Conseil des ministres vient par ailleurs de prendre un décret qui uniformise la date de retraite pour tous les fonctionnaires. Quelle que soit la date anniversaire de leur naissance, il fixe au 31 décembre la date de départ à la retraite de tous les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite au cours de la même année et fixe au 1er janvier de l'année suivante la date de leur radiation de la fonction publique. Par conséquent, les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite avant le 31 décembre de l'année en cours sont maintenus en activité jusqu'à cette date et radiés le 1er jour de l'an suivant en vue de corriger les disparités dans la gestion des fins de carrière des personnels de l'État et de ses démembrements et d'assurer efficacement leur renouvellement. Il faut signaler que cette préoccupation avait été émise par les fonctionnaires lors du dialogue social conduit bien sûr par le ministère de la fonction publique. Jusqu'à nouvel ordre,
Interdiction de construction sur les sites de Sinakasi et Bonoumen. Le Conseil des ministres vient de les déclarer zone d'utilité publique. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des sites des quartiers Bonoumen et Sinakasi impactés par le projet d'assainissement et de résilience urbain, le PARU, dans la commune de Cocody. Ce projet vise à améliorer la capacité de gestion des eaux pluviales dans la commune de Cocody avec la construction de systèmes importants de drainage primaire et secondaire en vue de protéger durablement les populations et leurs biens contre les inondations. Il comprend plus précisément l'aménagement d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les bassins versants de la Riviera, le Talweg de Bonoumen, et du quartier Sinakasi, Mputo, dans la commune de Cocody. Le présent décret transfère les sites impactés par le projet au domaine de l'État afin de créer les conditions d'une bonne conduite des travaux et de préserver les ouvrages contre toute forme de dégradation. Les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises du projet, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur ces sites sont interdits. Face au triste bilan occasionné par les récentes pluies qui continuent de s'abattre sur la ville d'Abidjan, le Conseil des ministres vient d'arrêter des mesures pour freiner l'accroissement des sinistres. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan partiel de la saison des pluies sur la période allant du 1er avril au 10 juillet 2023 dans le district autonome d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Les pluies abondantes qui s'abattent depuis le mois d'avril 2023 ont causé, hélas, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants en dépit des mesures préventives prises par le gouvernement. À la date du lundi 10 juillet, nous déplorons malheureusement 30 décès, dont 22 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays. Le gouvernement réitère sa compassion et sa solidarité aux familles éplorées, aux blessés et à toutes les personnes sinistrées. Au regard de cette situation alarmante, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Le renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque, l'intensification de la sensibilisation avec l'implication des autorités administratives locales, des élus et des responsables communautaires. Un appui particulier à la mairie de Grand-Bassam pour la prise en charge des personnes sinistrées et des travaux à y exécuter. La destruction des sites à risque pour éviter d'éventuels drames et la consolidation des budgets des acteurs opérationnels en charge de la gestion des effets néfastes des pluies. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet a enregistré au total un projet de loi, 18 décrets, 3 nominations et une communication. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 26 juillet prochain. Et avant cela, on se souvient de ce triste événement survenu vendredi dernier. Le quartier d'Eguerpi et de Mikao était le théâtre d'un effondrement qui a occasionné plusieurs morts. 4 jours après ce sinistre, nos reporters Ali Diomondé et Franck Wadio sont retournés sur les lieux. Malheureusement, plusieurs familles y vivent encore sous la menace. De nombreuses habitations présentent des risques d'effondrement. En toute insouciance, ces gamins s'adonnent à leur jeu favori au sein de la baraque familiale sur ce flanc de colline au quartier d'Eguerpi de Mikao à Yopougon.
Mais Laure, la mère, a bien conscience que sa vie et celle de ses enfants peuvent basculer à tout instant, à la moindre averse. Face à elle, les débris des habitations voisines effondrés le vendredi 7 juillet dernier, causant la mort d'au moins 4 enfants. Sincèrement, quand on est ici, en tout cas, ça ne va pas. Quand il fait nuit, il pleut, on a peur. On a peur parce que ce qui s'est passé, en tout cas, c'est grave. Quand il pleut, l'eau, de la monnaie, ça vient fort. Si j'ai eu l'argent aujourd'hui, mais je n'ai pas dormi dans la maison. Elles sont nombreuses, ces familles, qui vivent encore dans ces zones sensibles en dépit des risques d'effondrement. Le danger est pourtant imminent, des baraques visiblement sur le point de s'affaisser, comme celle où résident Landry et sa compagne. Le manque de moyens financiers, c'est largement ressassé à tout va. Il y en a mal, mais je n'ai pas les moyens. On n'arrive pas à dormir même. La pluie de hier qui est venue encore là, ça continue de casser encore. Quand il pleut, puis je pense à ce qui s'est passé là, ça me fait peur. Il y a 2 filles ici. Dans cet environnement en proie aux éboulements, au moment où certains pleurent leur mort et pensent leurs blessures, d'autres sont plus enclins à construire de nouveaux logis. Aboubakar, propriétaire d'une cour commune, lui, a mis les clés sous le paillasson afin, dit-il, d'épargner ses locataires d'éventuels sinistres. Vraiment, depuis un certain moment, on voit que tout est en train de bouffer. Moi, j'ai dit à mes locataires de quitter dans le lieu. Donc, ils sont venus déposer la clé. Tellement il n'y a personne dedans. La manette est en train de bouffer. On ne sait jamais. Un jour, la maison peut couler dans le trou là. Conscient que le quartier n'est pas à l'abri d'autres catastrophes, le président de la jeunesse de Mikao et son équipe de volontaires entendent accentuer la sensibilisation. On va réunir la population. On fait des réunions ici pour leur expliquer ce qui se passe, pour qu'ils quittent le lieu. Là, c'est que tout le monde est à l'abri. Parce qu'on ne veut plus avoir encore de morts sur notre conscience. Depuis le début de la saison pluvieuse, plus de 15 décès ont été enregistrés dans le district d'Abidjan. Des décès survenus en partie dans les zones à risque. L'injonction du gouvernement est pourtant ferme. Les occupants de ces zones à risque sont invités à les libérer, et cela sans délai. Le décor est aussi triste à Grand-Bassam. Une partie de la ville historique est sous les eaux. L'on enregistre plus de 700 sinistrés. Des maisons, vous allez le voir, sont inondées et démolies pour faire évacuer l'eau. Et les victimes, qui pour la plupart sont logées dans des établissements scolaires, reçoivent heureusement du soutien, notamment celui du président du conseil régional du Sud Comoé. Eugène Akawele est allé exprimer sa solidarité. Godfrey Kambawa. On souffre. Nos maisons sont détruites. Les carreaux ont sauté dans les maisons. On ne sait même pas comment faire pour partir au travail. Nos enfants sont cloîtrés dans les maisons. Ils n'ont plus de vie. Nous pleurons, venez nous secourir, papa. C'est le cri de cœur exprimé depuis quelques semaines par les sinistrés de l'inondation dans la ville de Grand-Bassam. Ces sinistrés sont issus des cités et des ménages dont les maisons sont démolies pour l'évacuation de l'eau. En plus de l'assistance apportée dès les premières heures par le gouvernement, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, par ailleurs, président du Conseil régional du Sud Comoé, apporte également son soutien aux sinistrés. Eugène Akawele invite surtout à la solidarité. Tout le Sud Comoé est concerné par ces inondations. Chacun de nous peut, à son niveau, poser des actes de solidarité. Nous, les agents de développement des collectivités, nous n'aurons pas suffisamment les moyens pour venir à votre secours. Bien sûr, nous poserons les actes de solidarité, mais il nous revient, à titre principal, d'aller vers celui qui peut faire le maximum, c'est-à-dire le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République. À l'issue de cette rencontre, un appui financier et moral est apporté à ces sinistrés des inondations dans la ville de Grand-Bassam. Le gouvernement qui est solidaire de toutes ces victimes, justement, des actions sont entreprises sur le terrain contre les inondations et autres dégâts en cette saison pluvieuse. Le gouvernement ivoirien a entrepris avec la Banque mondiale la construction d'un réseau de drainage des eaux de pluie dans la commune d'Abobo. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Ce matin, des membres du gouvernement et une délégation de l'institution financière internationale étaient sur le chantier. Grâce Kando pour le reportage. Les quartiers Ndotré et Anokwakouté dans la commune d'Abobo bénéficient de 7,7 km linéaires de réseau primaire de drainage des eaux pluviales avec des ouvrages de franchissement que sont les dallos.
Les travaux sont réalisés à 96% et financés à hauteur de 7 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, d'où cette visite de terrain d'une délégation de cette institution et des membres du gouvernement pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. La première chose qui nous motive ici, c'est de vraiment voir l'infrastructure qui a été construite pour essayer de réduire les risques d'inondation ici à Bobo, mais aussi de voir les effets de connexion que ça a sur la population environnante. Nous aimerions vraiment continuer ce type d'investissement ici à Bobo, étant donné l'impact positif que ça a sur la population. La réalisation de ces ouvrages permettra de protéger environ 300 000 habitants des risques d'inondation. Le bas-fond qui passait ici, c'était les petits bois qui étaient sur les caniveaux. Les gens mouraient beaucoup. La saison des pluies actuelle, là, en tout cas, nous sommes bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien eu. Aujourd'hui, avec les travaux, nous disons merci au président de la République. Vraiment, nous sommes comblés. Avec les pluies que nous avons enregistrées, on est satisfait du fonctionnement des ouvrages. Cela permettra aujourd'hui, avec les aménagements paysagers qui vont suivre, en tout cas d'avoir une zone vraiment qui n'est plus comme avant et permet à la population de s'épanouir, avoir tous les équipements socio-économiques. Les dallos qui sont réalisés permettent à la population de circuler en toute sécurité. Le projet s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU. En plus de l'assainissement, il prend en compte la gestion des déchets solides. Le gouvernement travaille sur des solutions. Nous avons un schéma directeur d'assainissement et de drainage du Grand Abidjan. Nous savons exactement les projets qu'il faut réaliser et le gouvernement fait de grands efforts pour mettre des ressources à notre disposition et compte également sur les partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels il y a la Banque mondiale, mais il y a aussi d'autres partenaires qui apportent des ressources et ça va aller progressivement. Ici, nous avons de gros ravins qui ont commencé par de petits trous, mais avec l'érosion, avec la pluviométrie qui est très importante ici à Bobo, chaque année, ces ravins s'élargissent et ça crée des éboulements. Donc ce sont des populations que nous sommes obligés maintenant de déplacer. Je voudrais, au nom des vaillantes populations d'Abobo, remercier Madame la directrice générale et toute la Banque mondiale pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire, mais principalement à la commune d'Abobo. Le PARU intervient sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, entre autres Grand Bassam, Jacquesville et Sinématiali. Voilà, et grâce à tous ces travaux, un beau décor peut s'installer progressivement, ce qui permet justement à la première dame Dominique Ouattara de donner le top départ du tournoi de football de la Fondation Children of Africa. Ce tournoi, doté de la Coupe Dominique Ouattara, va sillonner 70 villes du pays. C'est la 14e édition. Le but est d'occuper sainement les jeunes de 7 à 15 ans pendant ces vacances scolaires, nous rapporte Viviane Aimé. Avec la fin des examens et le démarrage des vacances scolaires, la Fondation Children of Africa vient de faire le lancement ce mardi 11 juillet de son tournoi de football doté de la Coupe Dominique Ouattara, destiné à occuper sainement les enfants de 7 à 15 ans durant les vacances scolaires. Au son des crépitements de tam-tam et des soufflets, tout comme lors des grandes compétitions de football, la cérémonie de lancement s'est déroulée au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce tournoi, initié en 2008, est à sa 14e édition cette année 2023. On notait la présence, outre celle de plusieurs équipes participantes, des légendes du football ivoirien. La présence également des maires de plusieurs communes de Côte d'Ivoire, ainsi que celle des responsables de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont 70 communes qui vont abriter des compétitions internes qui opposeront différentes équipes jeunes. L'honneur est revenu au jeune Ouattara Abdoulaye de traduire les remerciements de tous les participants à la première dame de Côte d'Ivoire. Cher maman Dominique, c'est donc un privilège pour nous de prendre part à cette compétition dont l'objectif est d'occuper sainement vos enfants pendant les vacances. Nous prenons l'engagement tout au long de ce tournoi de rester sages, discipliné, mais surtout de s'approprier les valeurs du respect de l'autre, de tolérance, de solidarité et de fair play. Les maires, à leur tour, ont exprimé leur gratitude. Excellence Madame la Première Dame, nous, élus, sommes heureux et reconnaissants du soutien de la Fondation Children of Africa, dont vous êtes la présidente fondatrice aux enfants de Côte d'Ivoire. Merci pour l'amour que vous portez à vos enfants du Nord, du Sud, du Centre
de l'Est, de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, qui pourront s'épanouir pendant ces vacances scolaires grâce à votre générosité. Ce tournoi se déroulera sous la supervision de la Fédération ivoirienne de football. En cette année dédiée à la jeunesse par le président de la République, son Excellence le Président, M. Alassane Ouattara, année qui préfigure la CAN de l'hospitalité que notre pays organisera en janvier 2024, la Fédération ivoirienne de football, que je représente à cette cérémonie, tient-elle à adresser ses vives félicitations à Madame la Première Dame, ainsi que ses encouragements à l'ensemble des collaborateurs au sein de la Fondation Children of Africa. Le ministre des Sports et Loisirs était représenté par la ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto. C'est le ministre qui parle. Hein. Madame la Première Dame, je reste persuadée que le tournoi qui porte votre illustre nom continuera à grandir et à s'étendre, pourquoi pas, à d'autres disciplines sportives. Ce tournoi doté de la Super Coupe Dominique Ouattara compte aussi plusieurs autres récompenses pour un montant total de 28 700 000 francs. Faisant le lancement de cette 14e édition, la Première Dame de Côte d'Ivoire a émis le vœu que cette compétition soit riche de formation pour les enfants. Le tournoi de football de la Fondation Children of Africa a été initié en 2008 dans la commune d'Abobo. Et depuis cette période, nous l'organisons chaque année à compter du mois de juillet afin que nos enfants puissent se distraire par la pratique du sport. L'année 2023 ayant été décrétée année de la jeunesse par mon cher époux, le président Alassane Ouattara, nous avons donc décidé d'étendre cette activité à un plus grand nombre de localités et de faire participer un maximum d'enfants à cette compétition. C'est pourquoi, cette année, l'événement se tiendra dans 70 localités à travers la Côte d'Ivoire au lieu des 50 communes habituelles. Il est à noter que ce tournoi de football est organisé gratuitement au bénéfice de nos garçons et de nos filles âgés de 7 à 15 ans des communes participantes. À travers cette compétition sportive amicale, nous espérons contribuer à développer chez les jeunes participants des valeurs liées à la pratique du football telles que l'esprit d'équipe, la cohésion, l'effort collectif ou encore le dépassement de soi. Comme chaque année, je souhaite que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions et dans l'esprit fair-play que nous recommandons. Que la compétition démarre et que le meilleur l'emporte. Et en marge de ce tournoi, on prépare aussi la CAN. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a ouvert officiellement à la presse les portes du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. C'est un stade entièrement rénové, désormais aux normes de la FIFA et de la CAF. Une visite guidée à laquelle on prépare Salif Ouattara et Samuel Mech. Objet de toutes les attentions, le stade olympique Alassane Ouattara de 60 000 places a refait peau neuve et s'est présenté sous son meilleur visage aux journalistes nationaux et internationaux. Scindés en plusieurs groupes, ils ont arpenté les travées et couloirs de ce joyau architectural. Des vestiaires aux espaces VIP, à la loge présidentielle, en passant par la pelouse. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que là, on sent quand même que c'est fini. La dernière fois qu'on était ici, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de finition. Ça colle avec ce que la Côte d'Ivoire veut offrir au monde, veut offrir à l'Afrique, c'est des infrastructures modernes. Peu avant cette visite guidée, les journalistes ont eu droit à un exposé, une conférence de presse conjointement animée par le président du COCAN, François Albert Amicha, le président de la FIF, Idriss Diallo, les directeurs de compétition de la CAF, Samson Adamou, et le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Objectif, vendre la CAN 2023 et rassurer l'opinion nationale et internationale que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir toutes les délégations. Nous avons souhaité communier aujourd'hui avec la presse parce que justement, il faut que vous ayez les informations qui vous permettent de bien comprendre où nous en sommes. Parce que souvent, quand on ne parle pas, on a l'impression qu'on veut cacher des choses. Or, nous n'avons rien à cacher. Notre vision est d'organiser la CAN de l'hospitalité soutenue par une stratégie fléchée vers l'héritage. Notre ambition,
organiser la plus belle CAN de l'histoire de cette compétition, telle que recommandée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il a été conçu en Côte d'Ivoire et c'est original. Des cités CAN, des cités 32 villas de 5 pièces, équipées dans le confort d'hôtels de 4 étoiles, sécurisées à Korogo, à Boaké et à San Pedro. La CAF débute dès ce 14 juillet 2023 les phases de pré-homologation des stades. Dès le mois d'août, le branding des stades sera le dossier brûlant à la CAF qui organisera plusieurs compétitions et activités à Abidjan jusqu'au mois de février 2024. Voilà, les travaux d'infrastructure s'accélèrent dans notre très beau pays. Le 5e pont reliant la commune de Cocody à celle du plateau sera ouvert à la circulation à partir du 3 août prochain. Et c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui procédera à l'inauguration officielle de ce joyau architectural. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kofi Kwaku était justement sur le chantier aujourd'hui, nous dit Lonsene Bakayoko. Il était fortement attendu, il est enfin prêt, le pont à haut banc entre les communes de Cocody et du Plateau. Selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, en visite sur le chantier, l'ouvrage sera ouvert à la circulation dans 3 semaines en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Techniquement, tout va bien, toute la stabilité est assurée, tous les tests ont été faits. Donc l'ouvrage peut être livré à la circulation. Au début du mois prochain, précisément le jeudi 3 août. Vu du ciel, ce pont à l'architecture unique est en phase avec la nature, avec un tablier suspendu, pas de nappe de câbles, eux-mêmes soutenus, pas de pylônes. Exigence de sécurité. En plus d'offrir une liaison plus directe entre les 2 communes, ce nouveau pont est conçu pour supporter près de 29 000 à 35 000 véhicules par jour. Il contribuera à fluidifier le trafic sur les routes adjacentes, notamment au carrefour de l'Indénié, très congestionné aux heures de pointe. Un ouvrage pensé par le gouvernement, réalisé aussi par ses ouvriers. Un moment historique pour ces petites mains. Nous avons travaillé ici, nous avons donné notre âme, notre sueur pour pouvoir bâtir cela. Il faut dire que c'est une fierté pour nous, pour tous les ouvriers qui ont participé à cet ouvrage. Cet ouvrage d'art, dont les travaux ont été lancés en mars 2019, est long de 630 mètres pour 26 mètres de large avec 19 gaines. Il aura coûté environ 77 milliards de francs CFA, financé en partie par la Banque islamique de développement, BID. Voilà, la Côte d'Ivoire est au travail. La commune de Yopougon et une ville suisse scellent le jumelage et l'action porte ses fruits. Des infrastructures scolaires publiques à Adiopodoumé ont été inaugurées, nous rapporte Godfrey Okambawa. Le jumelage Bâle-Ville de Suisse et la commune de Yopougon portant sur plusieurs projets est devenu une réalité. Des infrastructures scolaires de l'école primaire publique d'Adiopodoumé dans la commune de Yopougon viennent d'être inaugurées par le premier magistrat de cette commune et le président du canton Bâle-Ville de Suisse. Ce sont 4 salles de classe, un bureau administratif réhabilité et une nouvelle cantine équipée, le tout d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Pour le ministre d'État, maire de la commune de Yopougon, le jumelage est un projet qui vient contribuer au développement de sa commune. Le projet culturel Wagner avec la troupe ivoirienne suisse qui fera ses répétitions au sein du complexe socio-culturel de Diango. Ce projet d'échange et de promotion de nos différentes cultures témoigne de notre volonté commune de raffermir les liens de fraternité et d'amitié entre les populations de la commune de Yopougon et celle du canton de Bâle-Ville. Le président du canton Bâle-Ville de Suisse a fait l'historique de sa ville avant de relater les points communs entre sa ville et la commune de Yopougon. Le carnaval, c'est important à Bâle. C'est une célébration jour et nuit. Et on a de musique avec des tambours et des flûtes. On a des choses qui unissent. C'est sur ce base-là qu'on pense avoir un jumelage de communautés et on espère que les 2 villes en vont profiter. Après cette cérémonie inaugurale, la délégation ivoirienne et celle de la Suisse
ont visité la médiathèque, qui est un espace de soutien à l'éducation, à la culture et à la formation des jeunes. Voilà, et on dit que la paix fait le lit du développement. La journée nationale de la paix célébrée chaque 15 novembre dans notre pays se tiendra cette année dans la ville de Bouaké. Et cette journée constitue une étape cruciale dans la quête de la réconciliation nationale. Le ministre Kwadio Bertin a exhorté tous les acteurs concernés à se mobiliser et à prendre une part active à ce processus. L'ancien ministre Michel Amaningue, cadre du PPACI et ressortissant de Bouaké, répondu à cet appel de la paix. Marie-Chantal Lakanda et Sylvain Singuessan. Le bus de la paix, symbole de réconciliation, continue son périple à travers le pays, réunissant tous les acteurs engagés dans la promotion de la paix et de la réconciliation. La prochaine étape de cette initiative se déroulera à Bouaké, où seront célébrées les festivités marquant la Journée nationale de la paix, prévu le 15 novembre prochain. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale a sollicité le soutien et la mobilisation de tous les fils et filles de la région du Béquet pour faire de cet événement un succès. Amandine Nguesson, cadre du PPACI et fils de la région, s'inscrit dans cette vision. Il est important, si nous devons parler de cohésion, de réconciliation, que Bouaké prenne toute sa place dans ce processus. Pour la Côte d'Ivoire, nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble pour obtenir cette paix. Des paroles qui ne peuvent que réjouir le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Je voudrais saluer la présence de mon aîné dans ses locaux. Ici, c'est la maison de la paix, la maison de la réconciliation, la maison de la cohésion et la maison de la concorde nationale, la maison de l'unité. La porte d'entrée du PPACI à Bouaké, c'est le ministre Amandine Nguessan, puisque je ne peux pas conduire cette opération sans le PPACI. J'ai eu ses conseils, dont je vais tenir compte pour m'assurer que les choses vont se passer comme le président le souhaite. Cette année, le ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale entend faire de la 27e édition de la Journée nationale de la paix une journée historique afin de créer un impact durable et consolider ainsi les liens sociaux et la réconciliation nationale. Voilà, et dans cette ambiance paisible auront lieu les municipales et régionales le 2 septembre prochain. Mais avant ce rendez-vous dans les urnes, le Parti d'intégration africaine apporte son soutien au candidat du PDCI au municipal à Abobo. Angela Diallo, Alexis Ouedraogo. Les élections régionales et municipales arrivent à grands pas. Dans l'arène politique ivoirienne, plusieurs actions terrain se mènent. Le Parti d'intégration africaine PIA annonce une alliance avec le PDCI RDA. À Bobo, nous avons décidé de faire une union autour du candidat de l'opposition le mieux placé, le mieux outillé, qui va permettre à l'opposition de gagner à ces élections-là. Et en même temps, nous va lancer un appel à toute l'opposition à Bobo, des partis politiques et encore des candidats indépendants, à nous rejoindre, que nous soyons un bloc solide. Concernant une éventuelle alliance à Abobo entre le Parti des peuples africains PPACI et le PDCI RDA, le candidat Gogé Koné se prononce. Le représentant du PPACI m'a déjà rendu visite 3 fois. Mais nous sommes des candidats disciplinés. Nous attendons des instructions de nos directions. Créé en 2017, le PIA est un parti de gauche engagé pour l'intégration africaine. Voilà, et pour son dévouement au renforcement de la cohésion sociale, Nana Amon Ndoufou 5 roi de Kringabou a été célébré récemment dans son royaume et l'ambiance était bon enfant, nous rapporte Ahmed Traoré et Godfrey Okambawa. Le roi Nana Amon Ndoufou V, entouré des plus hauts dignitaires de son royaume, a initié à la cour royale de Kringabou une cérémonie de purification et d'invocation des membres des ancêtres. Le but de cette rencontre est de prier pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Reconnaissant pour son dévouement à la cause du royaume, les descendants de Nana Amon Ndoufou V ont profité de la fête des pères pour lui témoigner leur affection. Ici dans le 108, nous avons un roi. Voilà, ce roi c'est Amon Ndoufou V, le roi de tout le monde, papa de tout le monde. Pour le renforcement de la cohésion sociale ici à Kringabou, je convie à tout le monde, je leur demande de se mettre ensemble.
C'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons bâtir ce qu'on doit bâtir. Sa Majesté a saisi l'occasion pour saluer les efforts du président Alassane Ouattara et de son Premier ministre Patrick Achi pour leur engagement pour le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Et pour les nouvelles à l'étranger, notez que les élections générales en RDC, dont la présidentielle, auront lieu le 20 décembre prochain. À 6 mois du scrutin, l'opposition hausse le ton pour dénoncer la publication du fichier électoral qu'elle juge frauduleux, douteux et corrompu. Elle conteste entre autres la composition de la centrale électorale constituée en majorité de membres ayant rejoint l'Union sacrée, la plateforme électorale du président Félix Tshisekedi. Les opposants appellent donc à un nouvel audit externe du fichier électoral, ce que refuse la CENI. Le président iranien Raïssi entame sa tournée africaine pour développer le commerce et la diplomatie. Après un report de 24 heures, officiellement en raison de défis logistiques, le président iranien a donc débuté sa tournée africaine de 3 jours et qui va le conduire au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe. C'est la première tournée en Afrique d'un leader iranien depuis 11 ans et elle constitue une nouvelle étape dans l'offensive diplomatique de Téhéran. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec grand plaisir demain 20h sur ce même plateau et sur la même chaîne.